basée à Toulouse. Et on produit des logements en habitation principale qui sont vendus soit en résidence principale via notre force de vente interne, soit en investisseur, c'est-à-dire en Pinel, via le service de force de vente externe. Les produits sont localisés à Toulouse et à Bordeaux. On est leader sur ce marché-là, puisqu'on fait, on fait 1700 actes authentiques sur 2019. La partie vente externe va représenter 1500 réservations brutes. L'intérêt de l'intervention aujourd'hui, pour moi, l'intérêt d'échanger sur cette méthode R1, mais ça aurait pu être sur le R2 ou le R3, c'est que finalement, on va aller discuter avec un panel très large de consultants. Ça part du conseiller indépendant, agent commercial qui travaille tout seul, au cabinet de taille intermédiaire avec 5 personnes, ou alors à la société très structurée de 500, 600 conseillers qui va faire 1000 ventes, une sélection on fait 4000. Et finalement, chacun a sa méthodologie, ce que disait Denis. Et dans cette méthodologie, il y a toujours un tronc commun. C'est ces éléments-là qu'on voulait vous donner ce matin. Et c'est plutôt d'une expérience, plutôt que d'une leçon, c'est d'une expérience qu'on va chercher à vous faire, on va chercher à partager aujourd'hui. Tout à fait. Je me présente. Moi, je suis le directeur de 2 sociétés. Une société qui s'appelle Optissimo et une société qui s'appelle Otari. Pour vous présenter rapidement Optissimo, c'est un réseau de défiscalisation donc, qui existe depuis 11 ans maintenant. Pour ma part, ça fait une quinzaine d'années que je suis sur le terrain. Alors, j'ai vu des clients, j'en vois encore aujourd'hui, j'en verrai certainement encore demain, même si j'ai de moins en moins de temps pour le terrain, mais ça me permet d'avoir une trentaine de conseillers qui me font part de leur expérience, de leur vécu. On confronte souvent les trames et ça me donne une idée du marché et de comment faire aujourd'hui un bon R1. Donc, Optissimo, c'est une trentaine de conseillers, entre 400 et 500 ventes chaque année. Et Otari, un petit peu, ma deuxième structure, a un petit peu découlé d'Optissimo. C'est l'expérience d'Optissimo, la recherche d'efficacité et surtout de simplicité et la recherche d'un gain de temps qui m'a fait cofonder Otari. Donc, Otari, en fait, c'est un outil technologique qui s'adresse aux professionnels de l'immobilier. Et c'est un outil comme moi, vendeur, j'aurais aimé avoir, c'est-à-dire avoir tous les stocks des promoteurs accessibles de partout en un seul clic, avec une fraîcheur de ce stock. Quand on pose une option, on aime bien que l'option soit validée. Et je voulais à l'intérieur tous les outils qu'un professionnel de l'immobilier puisse avoir, c'est-à-dire un moteur de recherche efficace pour trouver un bien très rapidement, un simulateur Pinel, un CRM, pouvoir envoyer des documents à des clients rapidement en un clic, un diagnostiqueur d'emplacement. Et on a greffé tous les services également qu'un professionnel de l'immobilier en résidence principale comme en défiscalisation peut avoir besoin. Donc, la possibilité d'acheter du lead, une conciergerie immobilière, de la délégation de carte T, du portage salarial, vraiment tous les services et tous les outils qu'un professionnel peut avoir. On pourrait assimiler ça à une plateforme parce qu'il existe déjà des outils comme ça sur le marché, alors peut-être avec moins de services. Mais nous, notre valeur ajoutée, c'était de rémunérer à la hauteur les professionnels de l'immobilier dans la mesure où on a voulu amener 100% de commission promoteur avec 100% de transparence. Transparence avec accès au mandat, accès à la facturation. Il n'y a pas de cashback, il n'y a pas de marge arrière. On donne vraiment 100% de la commission promoteur et on se rémunère de manière très simple. C'est 149 € par mois, 0 engagement dans le temps et en toute liberté, tout simplement. Donc, vraiment, tout ce dont un professionnel de l'immobilier peut avoir besoin. Alors, il y a une chose qu'on n'a pas emmenée et c'est un petit peu aussi l'objet de notre réunion d'aujourd'hui, c'est l'aspect formation et pouvoir, on va dire, amener un maximum en formation à travers un de ces webinaires où on va démarrer sur la méthode R1 que je vais te laisser introduire, Jean-Seb. En premier lieu, c'est de savoir quel est mon objectif. Quand on va rencontrer quelqu'un, quel qu'il soit, sur n'importe quel sujet, il faut savoir pourquoi on y va. Dans mon métier, qui est le métier du B2B, notre boulot, c'est d'aller voir des cabinets, c'est d'aller voir des structures comme Denis pour lui expliquer à quel point nos produits sont superbes et à quel point il faut les vendre. Bon. Donc finalement, notre objectif, c'est de maintenir un lien. Il n'y a rien de pire que d'aller voir Denis juste pour le voir et boire un café parce que ça va être sympa. Si on fait ça sans savoir ce qu'on veut lui dire, sans savoir le message qu'on veut faire passer, on va se planter.
Quand on va aller voir un client pour la première fois qui ne nous connaît pas, il faut savoir quel est notre objectif. Notre objectif, ce n'est pas seulement de le rencontrer. Notre objectif, c'est d'aller lui dire un certain nombre de choses et d'aller surtout récupérer un certain nombre d'informations. Et le R1, il faut savoir ce qu'on veut. Et le R2, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut respecter chacune des étapes, ça sera essentiel. Le R1, c'est une découverte du client, c'est une récolte d'informations. Le client, il se connaît. Monsieur et madame, monsieur et madame, ils se connaissent depuis 30 ans. En plus, ils ont déjà discuté de leur projet pendant très longtemps. Mais vous ne savez rien d'eux. Et c'est ça que vous allez chercher à savoir, c'est-à-dire tout savoir d'eux, ce qu'il y a au plus profond d'eux. Les éléments techniques, le revenu, le salaire, l'imposition, tous ces éléments-là, bien sûr, mais les éléments également personnels. Quels sont leurs projets? Est-ce qu'ils veulent racheter une voiture? Est-ce qu'ils veulent s'arrêter à la retraite? C'est ces éléments-là. Donc, il va falloir voir comment on fait pour aller chercher ces informations, parce que si on attaque de but en blanc en disant bonjour, c'est quoi vos revenus, a priori, on ne sera pas forcément bien reçu. Bien accueilli. Donc, il faut le préparer et tout en sachant qu'on doit sortir de ce rendez-vous, en sachant ce qu'on va faire le rendez-vous d'après. On ne va pas forcément le faire aujourd'hui, hein, mais on doit savoir à l'issue de ce rendez-vous ce qu'on va faire la fois d'après. Un T2 en Pinel, un T3 en Pinel, un loueur meublé non professionnel, il y en a plein des matières dans l'immobilier. En l'occurrence, on est sur la méthode Pinel aujourd'hui parce qu'on part du principe que le contact a été acquis par lead et que le client a déjà une appétence pour l'immobilier. Mais si on est sur une approche globale, on fera encore un petit peu différemment, mais ça, on va aborder le sujet au cours de l'heure qui va venir. Donc, exactement. Juste pour rebondir sur ce que tu dis, en effet, pas mal de conseillers qui nous écoutent aujourd'hui ont peut-être l'envie de se dire il faut bien distinguer le R0 et le R1. Là, aujourd'hui, on est sur un R1, c'est-à-dire, comme vient de le dire Jean-Sébastien, sur quelqu'un qui avait déjà une appétence de près ou de loin, une sensibilité sur de l'immobilier et pourquoi pas de l'immobilier neuf. On n'est pas sur un R0 où on va arriver avec peut-être simplement une logique d'investissement financier, immobilier, on ne sait pas trop. On est vraiment sur un R1 Pinel avec déjà quelqu'un qui a une très légère ou même prononcée, parce qu'on va également parler des profils acheteurs d'immobilier neuf. En tout cas, ce qui sera le plus important, c'est on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression. Donc, le client doit vous acheter à vous. Le produit viendra après, mais si le client a confiance en vous, ça devrait bien se passer. Donc, il va falloir mettre en place de l'empathie, il va falloir établir une relation de confiance avec le client d'une manière ou d'une autre, mais surtout d'une manière. Oui, exactement. L'empathie, c'est vraiment quelque chose de primordial. Ce que disait Jean-Sébastien, on n'arrive pas chez un client directement en déballant et en parlant de financier ou de fiscalité. Il faut briser la glace. Un client va acheter à 50% un produit, évidemment, mais il va surtout acheter un commercial. Donc, créer cette empathie et cette relation de confiance, c'est vraiment primordial lorsqu'on démarre un R1. On va parler maintenant, on a vu un petit peu les objectifs. Qui a-t-on en face de soi? C'est quelque chose de vraiment important dans la mesure où on y reviendra un petit peu plus tard. On va parler de vente affective et de vente orientée. Une vente orientée, c'est-à-dire que vous allez être maître de votre entretien et on va essayer au mieux de l'emmener où on veut. On va voir un petit peu plus tard qu'on a également la vente affective, c'est-à-dire qu'on a des clients qui vont être acheteurs. On ne peut pas traiter un client acheteur de la même façon. C'est-à-dire que la vente orientée, forcément, sera plus simple. Vous le savez tous, plus on va éloigner l'affectif d'un client, plus on va définir un cadre, plus on aura une trame figée et plus on emmènera notre client, plus ça sera simple. Par contre, on le verra, quand on a beaucoup d'affectifs, pour autant, c'est dommage de s'en priver. C'est-à-dire qu'un client qui va mettre beaucoup d'affect, qui va vouloir investir à côté de chez lui, il va falloir également savoir le traiter et on le verra plus tard. En tout cas, on part du principe sur cette trame qu'on va tout faire pour éloigner l'affectif de notre client. On le verra plus tard, qui est très souvent lié à un aspect de sécurité, tout simplement.
Jean-Seb, je te laisse poursuivre. Alors, ça, c'est la partie que tu viens de traiter finalement. Tout à fait. Donc, on va aller sur le slide suivant. Exactement. Comment va se passer le rendez-vous? Bon, on arrive, bonjour monsieur, bonjour madame. Ce qu'on disait en préambule il y a 2 minutes, si on s'assoit et qu'on demande de but en blanc les revenus, ça va être compliqué. Il va falloir briser la glace, il va falloir gagner la confiance, c'est-à-dire créer une vraie relation. Alors, comment on va faire ça? Eh bien, on va observer en rentrant. On va observer l'habillement, on va observer la maison. Il y aura toujours, à un moment ou à un autre, un indice sur le mode de vie du client et sur les éléments qu'il peut aimer ou ne pas aimer. Quand vous rentrez chez Denis Colomb et qu'il vous ouvre la porte avec son maillot de l'AS Saint-Étienne, vous pouvez vous douter qu'a priori, le football peut être un point Un sujet de d'ancrage. conversation, ça peut. Ça peut être, Sauf si tu es lyonnais, mais… ça peut être les voitures, ça peut être une photo avec les enfants qui font du tennis, ça peut être 3 chiens. Vous rentrez dans une maison, vous voyez des chiens, vous pouvez être certain que vous êtes face à des gens qui aiment les animaux, donc vous allez parler des animaux. Vous trouvez le sujet que vous voulez, celui qui vous fait plaisir, mais en attendant, vous parlez de quelque chose avec le client pour mettre en place un point de fixation, quelque chose qui pourra faire que la relation sera durable. Mais surtout, quand vous avez trouvé ce point-là, vous n'oubliez certainement pas de le noter. Pourquoi? Parce que ce rendez-vous, vous allez en faire plusieurs dans la semaine, dans les 2 semaines. La prochaine fois que vous verrez ce prospect, eh bien, vous aurez probablement oublié. Quoi de plus puissant si vous l'avez noté dans votre canevas que de pouvoir ressortir un certain nombre d'éléments comme celui-là. Bon, c'est très bien. À partir de là, on va commencer à parler d'éléments un petit peu plus précis, parce qu'on n'est peut-être pas venu pour parler cuisine. Eh bien, le client, on va lui demander de se mettre à nu. Il va devoir raconter tout de sa vie. C'est un exercice qui est difficile, surtout qu'on va parler d'argent et que l'argent est tabou en France. Donc, on va aller lui tendre la main en lui montrant comment on fait ça. Et surtout, on va aller nous-mêmes nous présenter parce qu'encore une fois, lui, il ne nous connaît pas. Donc, on va présenter son cabinet et on va présenter son activité. Ça ne doit pas être long. Ça doit prendre 5-10 minutes, mais c'est absolument essentiel pour montrer effectivement comment on va fonctionner. Alors, cette présentation, il faut, à mon sens, savoir se présenter. Il faut la connaître, votre présentation, et on ne peut pas la connaître si on ne l'a pas écrite. Donc, on vous encourage tous à écrire votre présentation et à savoir décrire en 2 mots ce que vous faites dans la vie. Moi, ce que je fais dans la vie, je vends des apparts. C'est ça que je fais. Xavier Niel, dans la vie, il écrit des mails. C'est ça qu'il fait. En tout cas, c'est comme ça qu'il définit son métier. Et il ne faut pas hésiter à avoir 2 ou 3 présentations différentes pour pouvoir vous adapter à la personne que vous aurez en face. Il y a plusieurs sociotypes dans la vie, il y a plusieurs typologies de personnes. On le définit très très bien en sociologie, mais pour le dire de manière un petit peu plus facile, est-ce qu'on est tous d'accord pour dire qu'un notaire, ce n'est pas le même profil qu'un médecin, qui n'est pas le même profil qu'un informaticien, qui n'est pas le même profil qu'un commercial? Le jovial, l'empathique, l'analytique. Donc, peut-être qu'il ne va pas falloir leur dire exactement les mêmes choses. La base, le tronc commun sera identique, mais il y aura des points d'adaptation et c'est important de les mettre en exergue. Donc, 5-10 minutes pour présenter son activité. Une fois qu'on a fait ça, c'est où on va. Que le client commence à gratter la tête. Comment ça se passe ce machin? Ne jamais attaquer bien en tête avant d'avoir annoncé le plan. On vient de le faire avec Denis, on a mis 10 minutes à expliquer ce qu'on allait faire aujourd'hui. C'est bien pour fixer les choses, pour qu'on sache où on va aller et les informations qui sont en droit d'être attendues. Si vous attaquez bien en tête et que vous n'êtes pas en phase avec votre client, il se pose la question, OK, mais moi, ce mec-là, je l'ai reçu pour qu'il me parle de la loi Pinel. C'est quand qu'il me parle de la loi Pinel? Ou ce mec-là, je l'ai reçu pour avoir une approche globale, un conseil global sur la gestion de patrimoine et il est déjà en train de me parler d'immobilier. On voit très vite comment on peut avoir des points de désaccord si on n'a pas fixé les règles tout de suite. Et les règles, c'est lesquelles? Eh bien, comment va se passer la relation? Ça peut être en 3 rendez-vous, en 4 rendez-vous, ça peut être avec des R1 bis, on va les appeler comme on veut, peu importe. Le premier rendez-vous, c'est le rendez-vous de mise à nu. Je suis là, monsieur le client. Ça va être un peu frustrant pour vous parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas vous donner de réponse. Je vous l'ai dit,
en bulle. Vous, vous connaissez très bien, moi je ne vous connais pas et j'ai besoin de vous connaître. J'ai besoin de connaître qui vous êtes au plus profond de vous. J'ai besoin de savoir si vous êtes un bosseur né et que vous voulez monter votre entreprise au plus haut possible pour la transmettre à vos enfants et que vous ne quitterez pas avant 70 ans. Ou j'ai besoin de savoir si vous avez accès à une retraite anticipée et que vous serez heureux de partir à 55 ans. Quels sont vos objectifs de vie? Peut-être que vous avez 40 ans, un pré-voiture, il va se terminer, ce pré-voiture. Il y a deux solutions. Soit vous êtes fourmi et vous gardez cette voiture-là, soit vous avez trimé jusque-là et vous avez envie de vous faire plaisir et d'avoir un truc plus gros après ça. J'ai besoin de le savoir. Et puis les éléments techniques avec un Je rebondis canevas. juste 2 secondes, Jean-Seb. Là, ce qui est vraiment important, c'est de se dire qu'à partir du moment où vous allez présenter, euh, si vous le voyez en 3 fois, présenter ce qui va se passer pendant un R1, présenter ce qui va se passer pendant un R2, ce qui se passera pendant un R3. D'un côté, vous le rassurez, vous vous crédibilisez parce que vous paraissez professionnel. Et derrière, il faut bien se dire que c'est le début directement, dès cette entrée en matière, c'est le début de l'entonnoir. Vous fixez les règles, vous fixez le cadre. En R1, ça va se passer comme ça. En R2, ça va se passer comme ça. En R3, ça se passera comme ça. Beaucoup d'entre nous, on a des tabous. On n'ose pas prononcer le mot contrat. Il n'y a pas de tabou à prononcer le mot contrat. Il n'y a pas de tabou à dire qu'en R2, on va faire des propositions et en R3, ça sera une validation et qu'après la validation, on remplira un contrat de réservation. Ce mot-là ne doit pas être un tabou. On doit le dire simplement. Dites-vous bien qu'à partir du moment où vous avez décrit les règles à votre client et que votre client a validé ces étapes, OK, le R1 va se passer comme ça, le R2 va se passer comme ça, le R3 va se passer comme ça. Et le R3, c'est une validation avec une signature de contrat. À partir du moment où les règles sont fixées et que votre client est d'accord sur le déroulé, l'entonnoir a démarré. Et alors évidemment, on ne les signe pas tous, ça serait trop beau, mais j'allais dire, à partir du moment où il rentre dans l'entonnoir, la direction, elle a déjà démarré. Vous savez où vous allez, votre client sait où il va. Mais surtout, un point qui est essentiel, c'est de ne jamais aller au rendez-vous d'après sans avoir validé le rendez-vous d'avant. Si vous allez, donc vous allez expliquer, le R2 c'est la présentation de la solution. On a choisi que ce serait une Pinel, tant mieux, ce serait une Pinel. Si vous allez en R2 présenter une Pinel sans avoir les éléments d'endettement de votre client, ben vous vous planterez. Et ça va même être pire parce que vous allez peut-être, parce que le client a une imposition qui lui permet d'aller présenter un T3, le client va valider le T3 parce que l'effort d'épargne est bon. Vous arrivez en R3, vous signez le lot, vous allez à la banque, le dossier ne passe pas. Pourquoi? Parce qu'au R1, vous n'avez pas demandé la bonne information sur le crédit voiture. C'est des éléments qui sont essentiels. Valider chacune des étapes. Le R2, c'est la présentation de la solution technique. On ne va pas en R3, on ne va pas présenter un produit si le client n'a pas validé en R2 le fait de faire ou pas une loi Pinel. Ce qui est hyper important, c'est à chacune des étapes de préciser que c'est le client qui va donner le là. C'est-à-dire que si le client veut arrêter après le R1, on arrête après le R1. Bien que ça serait un peu dommage, on a pris toutes les informations, on va aller lui donner la solution qui correspond aux informations qu'il nous a données. Et puis finalement, au R3, on va aller présenter le produit qui correspond à la solution qui correspondait aux informations qu'il a données. Normalement, la trame est logique, on doit pouvoir suivre. Mais ne jamais, jamais avancer, quitte à fixer, et là, ce qu'on pourrait appeler un R2 bis. Le client n'a pas validé complètement le fait de faire une Pinel, et bien on se revoit pour en reparler et réapprofondir. Mais pas de produit après. Voilà. Pour conclure sur ce point 3, excessivement important, donner la timeline de la relation. Et surtout, derrière, échanger autour des objectifs du client. Clairement. Il va parler de lui en question ouverte. Quand il a terminé, vous lui posez une question ouverte. Quand il a terminé, vous lui posez une deuxième question ouverte, et ainsi de suite. Il faut l'essorer. Il faut qu'il ait l'impression de s'être vidé et qu'il ne reste plus rien sous la pédale. Il faut qu'il ait vraiment le sentiment que vous allez pouvoir l'écouter entièrement. Ça, c'est pour les éléments qui sont plutôt empathiques. Ensuite, pour les éléments qui sont techniques, il vous faut connaître revenu monsieur, revenu madame, ancienneté dans le travail. Il faut connaître le niveau d'imposition. Il faut connaître le nombre d'enfants, l'âge des enfants. Il faut connaître la résidence principale, loyer ou crédit. Si crédit, mensualité, capital restant dû, valeur du bien. Des biens locatifs, est-ce qu'il y en a? Oui, non. Le loyer, la mensualité, le capital restant dû, la valeur du bien. Les prêts à la consommation, est-ce qu'il y en a? Oui, non. Est-ce qu'il y a des prêts travaux? Souvent, le prêt travaux, votre client va l'inclure mécaniquement
dans sa charge de résidence principale. Non, c'est différent parce que les durées ne sont pas les mêmes. Donc, les capitales restendues ne sont pas les mêmes. L'épargne, combien il y a d'épargne et surtout comment elle est organisée. Épargne bloquée, épargne liquide. Au niveau de l'épargne, attention, souvent votre client pensera apport. On n'est pas en train de parler d'apport, on est en train de parler de surface financière globale qui va nous permettre de calculer un endettement, de comprendre si le client est un profil qui est plutôt consommateur, un profil qui est plutôt un profil épargnant, un profil qui est un profil risqué, un profil qui a une très forte appétence à l'immobilier. Voilà, on va savoir énormément de choses. Et le point 4, c'est en termes de temps, potentiellement 60% de la durée du R1. Si on peut aller à l'étape suivante. Sûr. Parce que le point 4 emmène forcément le point 5 dans la mesure où c'est dans cette discussion, dans tout, Jean-Sébastien l'a très bien dit, c'est que du rebond. Vous posez des questions ouvertes, mais dans ces questions ouvertes, il ne faut pas oublier que vous devez récolter toutes les informations que Jean-Sébastien vient de vous dire. Dans la mesure où, alors en effet, il y a des objectifs qui connaissent la surface financière, ce qu'ils ont de côté, l'effort d'épargne qui pourrait consentir. Tous ces points-là sont déterminants dans la mesure où, déjà, premièrement, ça va vous éviter de travailler pour rien. Si vous avez oublié un prêt voiture de 500 € dans votre découverte et que ça fait passer votre prospect de 27% d'endettement à 33%, ça risque d'être très compliqué et vous risquez d'avoir préparé un R2 pour rien, voire un R3, voire une signature de contrat pour rien. Donc, la récolte de ces données est vraiment essentielle et primordiale. Mais il faut éviter de la faire de manière rébarbative. Jean-Sébastien l'a très bien dit, de la question ouverte. Vous, de votre côté, vous connaissez toutes les données qu'il vous faut et derrière, vous faites du rebond jusqu'à ce que vous réussissiez à récupérer vraiment tout ce dont vous avez besoin. Ces infos, ce qui est hyper important, c'est au même titre que la présentation, votre canevas, il doit être écrit. Vous devez l'avoir écrit, vous devez l'avoir en tête et le connaître pour remplir absolument toutes les cases. Si les questions sont bien posées, on arrive à remplir toutes les cases sans poser des questions fermées. Mais il y aura toujours une question, il va toujours manquer un truc. La valeur du bien, la valeur de la résidence principale, il va toujours manquer un petit truc. Ce n'est pas grave si on va poser la question de manière précise à un moment donné. Ah, et vous ne m'avez pas dit votre revenu exactement, qu'est-ce que c'est ? Mais il faut essayer d'obtenir un maximum, il faut obtenir au moins 80% des informations juste de manière naturelle pour que ça n'ait pas l'air d'un questionnaire. C'en est un en réalité. C'est un pur questionnaire avec un certain nombre d'informations. Si on enlève tout le papier cadeau, la découverte, pour moi, elle prend 5 minutes chrono. Et la solution, elle prend 5 minutes de plus. La simulation top invest, elle prend 10 minutes de plus. Voilà, en 20 minutes, le cas d'un client, pour moi, il est réglé. Mais on va mettre en fait une dizaine d'heures pour le faire. Donc, le papier cadeau, la musique, c'est le plus important. Il faut se souvenir d'une chose. Le client, enfin tout adulte, plus exactement, sur une intervention donnée, va se souvenir de 7% du fond. C'est-à-dire que si on s'amuse à faire un questionnaire à la sortie de ce webinaire en demandant aux auditeurs ce qu'ils ont retenu de l'intervention, mais ils auront retenu sur le fond 7% de ce qu'on a dit. Tout ce qui est autour, c'est la musique. La manière dont c'est présenté, le ton. Est-ce que le discours est fluide? Est-ce que les échanges sont fluides? Donc, à partir de là, mettez une belle musique, mais la musique, c'est pour le client parce que vous avez besoin au contraire des éléments factuels. Et pour avoir les éléments factuels, je me répète, mais la présentation, elle doit être écrite et il faut la connaître sur le bout des doigts. La récolte des données financières, il faut avoir son canevas, il doit être écrit, il est propre à chacun, même s'il y a un certain nombre d'éléments incontournables. Mais il faut savoir où on veut aller, toujours. C'est sûr. L'option Pinel, alors ça, qu'est-ce qu'on entend par là? Est-ce qu'on est là sur un R1? Alors on sait, on l'a dit en préambule, que notre client a une appétence, a une envie, de près ou de loin, sur un dispositif Pinel. Est-ce que c'est judicieux d'en parler ou non? Alors là, encore une fois, la réponse c'est il faut s'adapter. Est-ce qu'on a en face de nous quelqu'un qui est décidé, qui a dit bon moi de toute façon je suis parti pour une loi Pinel, je veux acheter ce qui me fait envie ou ce que vous allez me proposer de mieux. Dans ce cas-là, j'allais dire vendre le côté loi Pinel n'est pas forcément la meilleure des idées parce qu'on ne va pas vendre quelque chose à quelqu'un qui veut acheter. Lorsqu'on a quelqu'un qui a une appétence et qui est intéressé, qui a envie de vous écouter, pas forcément non plus, parce que on va dire que cette présentation-là va intervenir lors du R2.
Par contre, il est intéressant d'en parler parce que malheureusement, ce n'est pas tous les jours dimanche. Des objections, on en a. Et derrière, on peut directement en R1 en disant avoir des clients qui vont nous dire bah, ouais, mais OK, l'immobilier neuf, pourquoi pas, la loi Pinel, pourquoi pas, mais j'ai quand même pas mal d'objections. Et si on a un prospect qui nous attaque, c'est toujours intéressant de lui répondre, de valider le fait qu'investir dans le neuf, c'est une bonne chose. Alors, on ne va pas le détailler, mais en fait, le R1 est vraiment là pour, comme si vous aviez un revolver et que vous chargiez des balles. On n'est pas là pour déballer tous nos avantages, mais on est là pour prendre un maximum d'informations. Mais c'est important, à partir du moment où on a des vraies objections sur la loi Pinel, de les traiter. Donc, entre guillemets, c'est un petit peu une réponse de Normand, mais en fonction de la personne que vous avez en face de vous, c'est oui ou c'est non. On a quelqu'un qui a un intérêt et qui n'a pas forcément d'objection, on avance. On n'est pas là pour vendre le Pinel et on n'est pas là pour l'expliquer. C'est un deuxième rendez-vous qu'on va vraiment le détailler de manière précise. Là, on est là pour avancer. Donc, si on a des gens réfractaires, on répond aux objections pour dire oui, mais je vais vous faire une proposition au Lapinel. Voilà pourquoi l'immobilier neuf est intéressant aujourd'hui. Alors, ça pourrait faire le thème d'un autre webinaire, la réponse aux objections. Comment traiter l'immobilier neuf est trop cher, la loi Pinel, c'est une arnaque, le problème locatif, toutes les objections qu'on peut avoir. On en parlera d'ailleurs à la fin, ça fera peut-être l'objet d'un autre webinaire. Mais en tout cas, à partir du moment où on a vraiment quelqu'un de réfractaire, c'est intéressant à ce moment-là d'y répondre. S'il n'y a pas d'objection particulière, on avance. On avance. On avance sur quoi? On avance sur le choix de l'immobilier. Jean-Seb, tu veux rebondir sur le pourquoi de l'immobilier neuf? Un petit rebond, pourquoi l'IMO neuf, pourquoi faire du Pinel? Tout simplement, en 2 mots et sans rentrer dans les détails, en disant qu'on ira parler de ça un petit peu plus tard. Pourquoi est-ce qu'il faut faire du Pinel? Soyez-en convaincus, parce que c'est rentable. On peut le tourner comme on veut. Pinel, c'est rentable. Ce qui est dommageable avec un certain nombre de méthodes de vente, c'est un schéma où on va expliquer au client qu'il va devenir riche et qu'il va payer l'intégralité de sa retraite avec la Pinel. Non, ça c'est faux. Ça c'est survendre. Comme je revends à 10 ans, quoi qu'il arrive, et je fais une plus-value de dingue. Ça aussi, c'est pas vrai, c'est survendre peut-être. Sur des villes comme Toulouse qui sont au pied de l'escalier de l'augmentation des prix, on est à 7% d'augmentation des prix en 2019, on attendait 9% pour 2020. Avec le Covid, on va voir comment ça se passait. Il y a de vrais potentiels. Mais la réalité de ce qu'est l'option Pinel, la réalité, c'est qu'on place 200 € par mois à 7% de rendement. Et avec quelque chose qui est à 7% de rendement, on ne s'envoie pas en l'air. C'est-à-dire qu'on vend quasiment à perte le logement et on gagne quand même de l'argent. Et ça, c'est un fait, et c'est purement factuel. Ensuite, pour aller dans un raisonnement par l'absurde, il y a 70 000 ventes dans le neuf en France, imaginons qu'il y ait 35 000 ventes qui soient faites à des investisseurs. Elles sont faites à des gens qui payent entre 4 et 5 000 € d'impôts, un petit peu plus pour certains globalement. Je ne crois pas que ça pèse à peu près pour 5% de la population. Le schéma cible de la loi Pinel, c'est entre 5 et 10% de la population. On n'a pas 35 000 débiles qui ne savent pas compter, qui achètent tous les ans. C'est faux. En revanche, la loi Pinel, c'est 200 € par mois qui sont placés à 7% de rendement. Voilà, c'est ça la loi Pinel. Et ça, un placement bon père de famille. C'est un placement bon père de famille qui est pépère, qui rapporte pas énorme. C'est 20 000 € placés en 10 ans et qui va rapporter à peu près 20 000 € de plus à la sortie. Ça n'est que ça. On rentrera dans les détails et dans l'explication la fois d'après si vous en avez envie. Mais ça n'est que ça. Alors, pourquoi l'immobilier neuf? Moi, ce qui me vient de suite comme objection, je suis désolé Denis, je rebondis exactement sur ce que tu as dit et je ne vais pas en dire beaucoup plus finalement. L'objection qui me vient tout de suite, c'est il est trop cher. Ben oui, il est trop cher, il est fait 30% plus cher que l'immobilier ancien. C'est normal, tout ce qui est neuf est plus cher que ce qui est ancien. Ce n'est pas le débat. Le débat, c'est de savoir si c'est rentable pour vous, oui ou non. Et c'est de ces éléments-là que l'on pourra débattre. Exactement. Exactement. On pourrait en parler une bonne heure des objections. C'est vraiment super intéressant. On va avancer. Mais encore une fois, là, l'idée, c'était s'il y a des réfractaires, si vraiment on a des objections dès le démarrage, alors qu'on est quand même là pour ça, c'est intéressant de traiter ces objections
quand même dès le R1 pour qu'il soit à même à recevoir la proposition de votre part. Je reviens sur mon entonnoir. S'il commence déjà dès le départ à sortir de son entonnoir, il faut le remettre dedans systématiquement. Deux précisions. La première, la prise de notes, essentielle, jusque dans le moindre détail. Elle vous servira a posteriori. La deuxième, c'est ce point 6 et ce point 7 qu'on vient d'aborder. Attention, on est dans le cadre du R1 Pinel, c'est-à-dire que le client est potentiellement un lead, c'est potentiellement du télémarketing. Recommandation ou mais quelqu'un qui a une appétence pour du Pinel. Encore une fois, on est sur un R1 Pinel. Et si vous êtes sur un schéma, en mode, si vous êtes gestionnaire de patrimoine en mode approche globale, ces points 6 et 7 est purement optionnel. Exactement. Exactement. C'est là où c'est important de s'adapter en fonction du client et de qui vous êtes vous-même, qui est votre entreprise. Si vous êtes agent immobilier et que vous êtes spécialisé dans le neuf et que vous recevez un client pour l'investisseur, le point 6 et 7, ce n'est pas une option. C'est très important d'en parler tout de suite parce que le client sera trop frustré si vous n'en avez pas parlé. Par contre, attention, on en parle soft parce qu'on expliquera réellement dans le fond la fois d'après. Exactement. Exactement. Et là, du coup, ça me permet de rebondir très facilement sur le point d'après, le choix de l'immobilier. On arrive sur un point primordial. Encore une fois, c'est de l'entonnoir. Mais par contre, cet entonnoir, elle va forcément, et on était obligé de s'arrêter un petit peu là-dessus, de qui vous êtes. Là, vous êtes tous connectés, on a tout. On a des assureurs, on a des courtiers en prêt immobilier, on a des agents IMO, on a des vrais CGPI, on a des spécialistes de l'immobilier neuf en défiscalisation ou en résidence principale. Mais en fonction de qui vous êtes, forcément, c'est différent. Parce que forcément, vous pouvez vendre ou faire acheter. C'est-à-dire que vous pouvez avoir accès à tous les promoteurs en passant avec des outils, n'importe quelle plateforme comme Otari ou une autre. Vous êtes indépendant, vous avez 4, 5, 6, 7, 8 promoteurs. Alors peut-être les plus gros ou des majors ou des leaders comme LP Promotion, comme peut l'être sur Toulouse ou sur Bordeaux, ou des nationaux comme Bouygues Nexity. Vous travaillez pour un réseau. Donc là, vous n'avez pas le choix des produits. On va vous dire, c'est simple, il y a 10 résidences qu'on a pris en allotement chez tel et tel et tel promoteur, il faut vendre ça. Et c'est figé, vous ne pouvez pas. Donc, en effet, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Mais on va le voir, ça n'empêche pas d'emmener le client où on veut et de respecter votre trame et encore une fois, de fonctionner en entonnoir. On va voir du coup sur la slide d'après la définition du cahier des charges. Donc, je reprends mon entonnoir. On a validé nos chiffres, les objectifs. Et là, on va arriver sur cette partie immobilière. Cette partie immobilière, on va démarrer de la ville, de la résidence, de l'appartement jusqu'à la gestion. Vous voyez qu'on part du plus grand jusqu'au plus petit. On respecte encore une fois notre entonnoir. Alors, comment est-ce qu'on va orienter un client ? On va orienter un client de manière assez simple. On a mis un exemple dans le slide qui est très parlant et vous allez voir qu'on peut rebondir dessus sur énormément d'exemples. Vous travaillez sur une ville comme Toulouse, vous avez ciblé une ville comme Toulouse avec votre client. Alors, on va reparler sur la slide d'après. Il y en a beaucoup et c'est des grosses discussions sur ce côté affectif, comment on traite l'affectif. On va faire une belle partie après pour parler de ça. Mais on va avoir un client qui va nous dire, OK, du Toulouse, pourquoi pas ? Vous savez que vous avez des résidences en première couronne et que votre croyance ou alors votre obligation est de vendre en première couronne. Vous pouvez orienter facilement votre question. C'est-à-dire que, encore une fois, je suis là pour charger mes balles et je veux faire dire au client ce que moi, je veux qu'il dise. Donc, je vais l'orienter. Vous préférez être plutôt sur des buildings de 8, 10, 15 étages dans un milieu très urbain ou plutôt dans un investissement de périphérie proche avec des petites résidences d'1 ou 2 étages avec du paysager à taille humaine. Vous voyez que dans ma question, ça va être quand même très compliqué pour lui de dire qu'il veut un building de 15 étages. Alors, en effet, il peut, mais dans l'absolu, j'ai quand même orienté. Alors, imaginons maintenant, j'ai un petit programme très sympa, Toulouse Intramuros, que je dois ou que je veux vendre. Je vais faire l'inverse.
Je vais faire l'inverse. Je vais dire, bah, écoutez, vous préférez plutôt vraiment rester dans une proximité immédiate sur du Toulouse intra ou du très proche, ou alors est-ce qu'on s'éloigne un petit peu sur du 10-15 km en première ou deuxième couronne? Là, j'ai mis du positif dans ma question, donc je vais plutôt l'emmener sur le côté proche. Mais tout ça pour vous faire comprendre que j'oriente ma question sur ce que j'ai envie qu'ils me répondent, tout simplement. Quel type de résidence, quel appartement, quelle gestion, c'est pareil. On va pouvoir orienter comme on a envie. Je reprends un autre exemple sur la résidence, par exemple. Je sais que j'ai une résidence imaginons, de 60 ou 70 lots et que je dois me focaliser là-dessus. Donc, 60 ou 70 lots, on peut se dire, bon, ça peut être une grosse résidence. Pas forcément. Tout dépend comment on le présente. Tout dépend comment on emmène la question. J'ai une résidence de 60-70 lots à vendre. Je vais dire à mon client, écoutez, en termes de résidence, est-ce que vous auriez une préférence? Alors, on peut partir sur des AC ou des opérations un petit peu d'envergure avec des 200, 250, 300 logements qui sont des résidences aujourd'hui pour des promoteurs qui sont, on va dire, normales. Ou alors, on reste sur de la petite résidence à taille humaine dans les 50-60 logements. Donc là, c'est moi qui suis en train de lui dire qu'au final, une résidence de 50-60 lots, c'est une petite résidence. Ce n'est pas une grosse parce que la normalité, c'est 200-300. Vous êtes le professionnel. À partir du moment où vous l'orientez, il va vous dire une résidence de 50-60 lots. Donc, c'est vous qui lui avez fait passer le message que 60 lots, ce n'est pas une grosse résidence, c'est une petite résidence. On pourrait faire exactement la même chose sur l'appartement. Je reprends sur la gestion. Un dernier exemple, pour ne pas y passer trop de temps dessus, sur la gestion, encore une fois, on n'est pas là on est là pour charger notre revolver. Vous êtes professionnel, vous connaissez une protection sur les absences de locataires, sur la protection juridique, sur les dégradations, sur les impayés. Vous le savez que tous les promoteurs, que ce soit avec une offre interne ou une offre externe, vont vous proposer ce type de garantie. Votre client, lui, pour la majorité, ne le sait pas. Ce n'est pas pour autant qu'on va lui expliquer, on est en R1. Par contre, on va charger nos balles. Monsieur le client, vous, est-ce que vous auriez des craintes dans l'immobilier? Il y a des choses qui vous font peur sur un investissement locatif. Vous avez 9 chances sur 10 qui vous parlent de dégradation, qui vous parlent d'impayés, qui vous parlent d'absence de locataire. Alors attention, on ne va pas lui répondre. On va lui dire, très bien, je vais noter que c'est quelque chose qui est important pour vous. On ne va pas lui donner les informations tout de suite. On va s'en servir pour avoir notre effet wow en R2. Mais on va tout noter, le cahier des charges. Et au final, l'idée, c'est que ce cahier des charges soit lourd, soit important, parce que vous vous crédibilisez. Ce n'est pas rien. Vous allez respecter l'intégralité des critères qu'il vous a donnés. Donc, vous achetez clairement une crédibilité. Vous achetez clairement une crédibilité. Et plus il y en aura, et mieux ce sera. Mais au final, l'important, c'est que vous lui ayez fait dire ce que vous vouliez dire. Donc, j'en sais, si tu veux rebondir, n'hésite pas. Un point qui est quand même hyper important, c'est qu'au-delà du conseil client et de l'appétence client, il va falloir aussi faire avec la réalité du terrain, la réalité du marché. La loi Pinel, à son démarrage, le plafonnement des loyers, qui est un montant par mètre carré en fonction de la zone, que multiplie un ratio, 0,7 plus 19 que divise S étant la surface utile, nous emmène à optimiser la loi Pinel sur le T2 et le T3. C'est-à-dire que cette loi, elle est bâtie pour vendre des T2 et des T3. Entre-temps, on est en fin de loi, il y aura probablement des adaptations sur les quelques mois à venir. Les mairies ont décidé d'orienter la production, d'orienter l'octroi des permis de construire sur plutôt une grande masse de T3. Et des T2, il y en a assez peu. On en parlait avec Denis, c'est vrai, sur mon offre à moi, on a quand même 30 résidences en cours de commercialisation sur Toulouse, sur Bordeaux. On sait à peu près de quoi on parle. Chez Denis, il y a 16 000 lots à l'offre sur Rotary. On a globalement 25% de T2 à l'offre aujourd'hui. C'est un fait. Donc, ça veut dire que si vous attaquez bille en tête en disant « je vais vous filer un T2 au dernier étage au sud en livraison de l'année », eh bien, vous allez faire votre R1, il va être content, le R2, il va être content, le R3, vous ne signerez pas parce que vous n'aurez pas le produit. De la même manière, si le produit qui est de plus en plus à la mode, c'est la ZAC, la zone d'aménagement concerté. C'est-à-dire que si vous voulez de la ville, vous êtes en intramuros, vous êtes souvent sur des quartiers neufs. Alors, non, j'en veux pas, il y a trop de l'eau. C'est quoi le quartier à Lyon, Denis, qui est devenu intouchable aujourd'hui?
personne n'en voulait de Confluence. C'était horrible, en quai de Somme, c'était pas beau, industriel. Ben, aujourd'hui, c'est intouchable un appartement là-dedans. Eh bien, quand vous êtes dans ces zones-là, où l'argument, c'est le vivre à pied en écoquartier, j'aime pas le mot écoquartier, il fait penser à économie, alors qu'en fait, c'est écologie. Mais vous êtes dans ces quartiers où on fait tout à pied, avec des infrastructures qui sont super. Mais là, vous êtes sur des résidences qui font 100, 120, 130 logements. C'est pas grave, elle n'est pas moins bien entretenue parce qu'elle fait 120 logements. Hein. Simplement, si vous êtes sur un argumentaire qui vise à aller dans du centre-ville, vous allez potentiellement, dans les mois, années à venir, devoir vous orienter vers la ZAC, donc des résidences plus grosses. Si en même temps, vous avez dit que vous vouliez une petite résidence à taille humaine de 20 logements, vous êtes tiré une balle dans le pied. Donc, là où je veux en venir, c'est que des exemples comme ça, on peut en citer une multitude. Mais il faut quand même avoir en tête, et c'est important, c'est là où on en revient à l'importance de bien préparer son rendez-vous en amont, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a le client, ce que veut le client, ce que pense vouloir le client, ce que vous voulez pour le client, ce que veut la banque pour le client, et puis la réalité de ce que vous allez pouvoir lui vendre derrière. Donc, tout ce schéma-là, il faut quand même l'avoir en tête pour aller, pour être successful en sortie. Exactement. Et c'est un mix, en fait, c'est vraiment un mix de tout, dans la mesure où vous verrez, alors les professionnels qui sont dans ce métier de la défiscalisation vont tout de suite comprendre où je veux en venir. Pour les débutants, vous le verrez à force, mais on a parlé des objectifs, on a récolté les informations financières. Déjà, vous commencez à construire l'architecture. On a commencé en préambule en disant on sort de son R1, on sait déjà ce qu'on va lui vendre. Vous devez arriver à la fin de cette partie avec quelque chose déjà avec une architecture déjà définie. J'ai quel budget? Est-ce qu'on part sur une revente au bout de 9 ans, au bout de 6 ans, au bout de 12 ans? Quel effort d'épargne? L'effort d'épargne et la durée vous donnent déjà le montant de l'investissement. Donc, où vous pouvez partir? Si j'ai 200 € par mois ou 150 € par mois, on sait qu'aller même chercher un T2 en plus intramuros, ça risque d'être un petit peu compliqué et que ça risque de coincer. Donc, en fait, c'est une gymnastique intellectuelle qui, avec les objectifs, le volet financier doit vous emmener à emmener sur l'immobilier que vous avez choisi. Et au final, c'est juste un enchaînement. J'ai défini mes objectifs, j'ai les éléments financiers, je sais comment orienter. Si je sais très bien que je n'ai pas le budget du tout pour aller chercher de l'intramuros, on ne va pas aller lui parler d'intramuros. On va orienter notre question pour que justement, il nous dise que de la première ou de la deuxième couronne, eh ben, c'est plutôt pas mal. Et que la petite résidence paysager, parce qu'on sait que, j'en sais, c'était beaucoup plus spécialiste que moi, mais on va être en première ou deuxième couronne, même première couronne toulousaine, on va être dans les 180 000 € le T2. En Toulouse Intra, aujourd'hui, on est plus dans les 2,20, 2,30, non? C'est exactement ça. Ouais. Donc, on sait très bien que pour autant, on aura la même rentabilité parce que le loyer sera la même. Mais si on a quelqu'un qui nous donne un faible effort d'épargne, excuse-moi. La rentabilité intramuros sera plus basse. Le prix est plus élevé, le loyer est le même. Exactement, c'est ça. C'est ça. Donc, en fait, il faut avoir cette gymnastique, mais vous l'aurez avec l'expérience de se dire, OK, j'ai déjà les éléments financiers, je sais ce que mon prospect peut se permettre ou pas. Et je l'emmène où j'ai envie de l'emmener. Parce qu'on va le voir, c'est quand même beaucoup plus simple de l'emmener où on a envie que plutôt de le laisser maître de l'entretien. Tu voulais rebondir sur d'autres éléments, j'en sais, où on passe au côté affectif? Non, on peut avancer, mais c'est exactement le sujet. On doit maîtriser son propre discours sans avoir nous-mêmes d'idées préconçues sur les sujets. Et c'est là où ça sera très intéressant d'avoir des discussions sur d'autres webinars où on peut s'amuser à traiter, OK, comment on vend l'intramuros, comment on vend l'extramuros. L'extramuros, je pense qu'avec Covid, il n'y a rien de plus facile que de le vendre aujourd'hui. En plus, sur des agglos comme Toulouse, c'est une pure réalité, c'est-à-dire que les revenus moyens par ménage sont supérieurs à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est aussi vrai à Marseille, par ailleurs. Donc, c'est là où on peut connaître ces villes. Mais tout ça, tous ces éléments-là qu'on est en train d'aborder, Denis, c'est ni plus ni moins que la gestion de l'affectif. Et quand aussi. L'affectif, c'est important quand on fait de la résidence principale. Tu rentres dans le logement, il te plaît, tu sens de bonnes ondes, tu sens que ça va te plaire, ta famille, tout ça. Oui, bien sûr, on ne va pas discuter. D'ailleurs, un R1, un RP, à part montrer que la chaudière va bien, il n'y a pas grand-chose à dire. J'exagère un petit peu, mais pas loin. Sur de l'investisseur, le logement, il doit être rassuré, ça doit se louer, ça doit se valoriser, point barre. L'affectif, on ne doit pas en avoir. Il faut tout faire pour sortir
d'un achat qui soit de l'affect, parce que sinon, on va rentrer dans les travers où il va falloir choisir la couleur des rideaux. Alors, dans l'absolu, pourquoi pas, en termes de marketing, on pourrait dire que c'est au promoteur ou au commercialisateur de s'adapter. Mais la réalité, c'est que le logement, il doit plaire à 80% des gens et à minima ne pas déplaire. Et quand on va aller choisir la couleur des rideaux, peut-être qu'on va choisir un rose à pois vert qui ne plaît pas à tout le monde. Et j'ai déjà eu le cas en rendez-vous de confort chez LP, c'était assez incroyable. Une cliente qui me demande une dalle. C'est parce que, en fait, la dalle qu'on lui présentait, qui est une dalle vraiment passe-partout, un gris un peu tacheté qui permet qui est un peu moins salissant et qui ne déplaît pas. Quand tu rentres dans l'appartement, tu te dis pas, waouh, c'est le plus beau carrelage que j'ai vu de ma vie, certainement pas. Mais c'est bon, passe-partout. Elle m'avait choisi un truc d'une couleur un peu indéfinie. Mais derrière, il faut louer le machin. C'est-à-dire que ce truc-là, il peut déplaire. Et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est que ça ne doit pas déplaire. Ça se loue, ça se valorise et ça ne déplaît pas. Point, barre. On se bat contre l'affectif. Je te laisse enchaîner sur le Exactement. sujet. L'essentiel, c'est d'essayer. Ça, c'est peut-être pour moi un des plus gros morceaux et je vais me servir de mon expérience Optissimo pour en parler. Je vois qu'il est connecté. En plus, Stéphane qui m'a beaucoup appris, qui m'a donné beaucoup de chiffres je vais me servir de son expérience pour en parler. On a tous aujourd'hui, quand on rencontre un client, c'est assez rare de trouver quelqu'un qui dit « Ouais, ben moi, ce que j'aimerais, c'est d'investir à 500 km de chez moi. C'est vraiment ça que je veux. » Globalement, c'est plutôt rare. Moi-même, je suis à Saint-Étienne, j'aime ma ville, mais concrètement, investir aujourd'hui dans l'immobilier neuf dans la Loire, j'en ai jamais vendu en 14 ans que je fais ce métier et je pense que je ne commencerai pas demain pour des raisons de démographie, d'économie, pour plein de bonnes raisons. Mais en tout cas, moi, mes clients me disaient ouais, Saint-Étienne ou à la rigueur Lyon. Mais qu'on soit partout en France, on va avoir cette sensation-là. Je me rappelle d'un conseiller que j'avais eu au Mans. Pourtant, le Mans, je ne pense pas que ce soit le meilleur des secteurs. Je crois qu'il est même B2 aujourd'hui. Mais qui me disait non, mais moi, mes clients, de toute façon, ils veulent que du Mans. Mais peu importe où vous habitez en France, vos clients voudront du local. Non pas pour de l'affectif, mais pour de la sécurité, parce que c'est souvent ça. Stéphane en Bretagne, alors lui, c'est Nantes en Pays de Loire et c'est Rennes, me dit oui, j'en ai 1 sur 3. En discutant avec eux, je les emmène où je veux. 1 sur 3. Mais par contre, j'en ai 2 sur 3 qui vont me dire non, mais moi, c'est Nantes ou Rennes. Stéphane va se battre à chaque fois pour rester maître de son entretien, pour lui donner les bonnes raisons. Qu'est-ce qui fait que? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est la gestion? Donc, on va traiter ces objections-là et on va essayer d'en emmener. Stéphane me dit, c'est simple, il y en a 1 sur 3, je l'emmène très facilement où je veux. Les 2 autres veulent de la proximité. Il y en a 1 sur 2 que j'arrive à emmener avec moi, qui me dit, oui, en effet, je suis d'accord avec vous. Dans ces cas-là, pas de problème, c'est vous le professionnel et donc ils vont le suivre. Donc, au final, il y en a quand même 2 sur 3 qui voulaient de la proximité, mais il finit avec 2 sur 3 où il emmène où il a envie de les emmener, ou 1 sur 3, par contre, il ne faut pas le rater celui-là. Donc, c'est quand même important également d'en parler parce que celui qui veut de la proximité, là, on change de casquette. Là, on vous a expliqué qu'on suit une trame, on l'emmène selon qui vous êtes, encore une fois, que vous fassiez partie d'un réseau, que vous travaillez chez un promoteur, vous êtes indépendant, vous avez une petite agence immobilière et vous avez les 2-3 petits programmes qui tournent autour. Évidemment, on veut emmener les clients où on veut. Donc, on peut les emmener où on veut, mais des moments, on n'a pas le choix. Il faut savoir enfiler sa casquette immobilière Orpi ou Century 21 et pouvoir leur parler d'immobilier. Mais en tout cas, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y en a quand même 1 sur 3 qui vont vous dire « Non, non, mais moi, je veux du Lyon, du Paris, du Toulouse. » Et au final, si vous faites le job d'essayer de les emmener, systématiquement, ils vont vous écouter. Ils vont vous écouter. Et au final, vous allez finir entre 65, 70, 75% des gens que vous allez réussir à emmener. Vous allez réussir facilement à les emmener. Donc, à partir du moment où on a établi le cahier des charges, ces 60, 70, 75% qu'on a réussi à emmener, on déroule facile, on a défini notre budget et on va pouvoir enchaîner facilement. Par contre, on va s'attarder rapidement sur cette gestion de l'affectif pour celui qui va vous dire « Non, non, mais vous pouvez bien me chanter la messe que vous voulez. Moi, c'est Lyon et j'en démordrai pas. Moi, c'est le Genevois, j'en démordrai pas. Moi, c'est Toulouse, j'en démordrai pas. »
c'est important de pouvoir avoir accès à un maximum de produits pour quelque part. Alors, évidemment, sur un projet affectif, coller au mieux à ce que va chercher votre prospect, mais également vous achetez quelque part une crédibilité. J'ai pas mal de conseillers aujourd'hui qui vont montrer, alors je pense que tout le monde le dit, je suis marié avec personne, moi j'ai le choix du produit. Donc derrière, ok, on peut croire ou pas, mais c'est quand même sympa de pouvoir le prouver. Alors là, je vous montre Otari parce que voilà, j'en fais un petit peu partie. Vous pouvez vous servir de n'importe quelle plateforme hein, pour être clair. Mais quand vous arrivez avec un client, vous dites, bah, écoutez, soit alors on peut traiter les deux, hein, côté affect et côté investissement, parce que quelque part, on s'achète une crédibilité. Monsieur le client, voilà, on a discuté un petit peu de tout, on a fait le tour. Alors, sur le volet immobilier, ne vous inquiétez pas. On a accès à tout. Tous les promoteurs, vous voyez, j'ai 1700 programmes immobiliers et 16 000 lots. Donc, vous vous achetez, si on raisonne sur le volet où vous emmenez votre client, ben, faites-moi confiance. C'est moi qui suis l'expert en immobilier et c'est moi qui vais choisir le bien qui correspond le mieux à votre cahier des charges et votre philosophie d'investissement. On va prendre un exemple. Alors là, je vais prendre l'autre exemple. On va prendre sur ton secteur, j'en sais, vers Toulouse, on va dire quelqu'un, non, mais moi, j'ai une logique affective par mes parents ou pour loger mes enfants ou peu importe, et je veux un secteur précis, je veux investir à Aucamville. Et je veux investir autour d'Aucamville, mais j'en démordrai pas. Alors, on va mettre Aucamville. On va mettre donc là, on voit que sur Aucamville, on a 2 programmes 9 lots, donc on ne va pas aller bien loin. On va mettre un rayon de 5 km d'Aucamville. Ah, je vois qu'à 5 km d'Aucamville, j'ai quand même accès à 36 programmes et 262 lots. Donc, monsieur le client, jetez un petit coup d'œil sur notre carte. On va voir les 36 programmes qu'on a aux alentours d'Aucamville, dans un rayon de 5 km. Est-ce qu'on a réellement besoin d'en dire plus? Est-ce qu'on a besoin de rentrer dans le sujet? Votre client, qu'il soit simple investisseur et qu'il ait décidé de vous suivre, ok, il a 16 000 programmes, c'est facile de le dire, j'ai accès à tout. Là, on le prouve. C'est quand même différent. Et le profil affect qui dit non, mais moi, c'est Aucamville et rien d'autre, ou dans un rayon très proche, on a juste besoin de montrer ça. Il dit, ok, il a accès quand même à pas mal de choses. Donc, en fait, c'est important d'avoir une crédibilité, de dire on sait traiter aussi bien le profil investisseur qui va au final accepter de suivre votre logique et votre professionnalisme ou mettre sa petite casquette immobilière agent immobilier et là, pour le coup, vraiment traiter l'affectif. Alors, on sait que ce n'est pas bien drôle de choisir la couleur du carrelage. Est-ce qu'on a des volets roulants électriques, le nombre de places de parking? Est-ce qu'on a de la peinture lisse au mur? Ce n'est pas forcément nos métiers. On n'aime pas forcément faire ça, d'où l'intérêt vraiment de pouvoir gérer vraiment les 2 cas de figure. Voilà pour ce volet affectif. J'en sais, je te laisse enchaîner avec le récapitulatif de l'entretien qui, là aussi, est super important, je pense. C'est un élément clé, c'est un message. Et puis surtout, c'est un message qu'on va faire passer, ce résumé d'entretien. C'est recaler les informations et c'est avoir des informations pour la suite. Tout ce qui a été dit, vous avez fait une prise de notes. Eh bien, il va falloir prendre un temps avec le client pour reprendre notre prise de notes et lui dire voilà, on est arrivé, on s'est dit ça, et vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit que votre projet, c'est de prendre votre retraite à 55 ans. Vous m'avez dit que vous vouliez changer la voiture. Vous m'avez dit que le plus important pour vous, c'est les enfants. Je note que la transmission, c'est important. Vous m'avez dit que vous gagnez tant, que la maison, elle vaut tant. Tout reprendre ces éléments. Pourquoi il faut tous les reprendre? 2 raisons. La première, c'est qu'il s'est passé 2 heures et que si les questions étaient posées d'une manière un peu fine, de manière ouverte, le diagnostic patrimonial, on ne l'ouvre pas comme ça en posant des questions fermées. Je me répète, mais on pose des questions ouvertes qui amènent des informations qu'il faut qu'on peut prendre de la note. Donc, il n'y a pas un canevas discussion et un canevas remplissage du diagnostic patrimonial. Je réponds à une question en même temps en disant ça. On a une discussion qui est ouverte, un échange,
et je prends de la note sans que le client se rende compte qu'il ait donné toutes ces infos. Là où je veux en venir, c'est que quand on va résumer notre entretien à la sortie, eh bien, le client va se dire, ah ouais, quand même, on a dit tout ça. Ah, on a dit tout ça. Ah, oui, puis surtout, il a retenu tout ça. Ah, il a quand même retenu tout ça. Ah, c'est qu'on a confiance en lui. C'est ça le message qu'on va envoyer. Surtout, quand vous allez revoir le client dans 2 semaines, la semaine prochaine, ça dépendra du rythme qui aura été posé, eh bien, on refera exactement la même chose. Avant d'attaquer, on dira, je vous rappelle que la première fois, on s'est vu, c'était pour que je vous connaisse. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous présenter une solution. Cette solution, elle est basée sur ce que vous m'avez dit la dernière fois. Ce que vous m'avez dit la dernière fois, c'est ça. Poum, 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 poum. Et on refait tout le résumé de l'entretien. Et là, 2 semaines après, le client a encore plus oublié tout ce qu'il avait dit. Il se dit, ah ouais, quand même, il me fait vraiment une solution qui correspond à ce que je suis moi. Et ça, c'est juste des messages et ça, c'est juste de la musique. Ce que vous dites, comme vous le dites, sur le fond, presque on s'en fiche. Mais ce que va entendre le client, c'est je peux avoir confiance dans cette personne. Donc, les objectifs que s'est fixé le client, les éléments fiscaux, les éléments financiers, l'architecture du montage, comment ça va fonctionner, est-ce qu'il y a une appétence sur des durées longues ou pas, le cahier des charges immobilières quand on était vraiment sur le R1 Pinel. Mais là aussi, attention, ça dépend si on est sur une approche R1 Pinel ou une approche globale. Est-ce que vous êtes CGP spécialisé dans l'IMO avec du lead? Est-ce que vous êtes agent IMO ou est-ce que vous êtes un généraliste qui va attaquer par une approche globale? Et les éléments relatifs à la gestion. Pour conclure ce webinaire, avant de passer aux questions et puis au closing, donc, il y a des éléments vous allez devoir vous adapter, des éléments qui sont incontournables. Se présenter, c'est incontournable. Donner la timeline, c'est incontournable. Faire une découverte complète et de manière un peu fine, c'est incontournable. Et faire le résumé de l'entretien à la sortie, c'est incontournable. Et surtout, respecter les étapes. On n'est pas là pour vendre la loi Pinel en R1. On est là pour donner éventuellement un petit démarrage. On n'est pas là pour la vendre. On la vendra au rendez-vous d'après. Il ne faut pas se tromper. Enfin, on va closer, terminer l'entretien. Et on doit partir de tous les entretiens avec quelque chose, avec un engagement. Quand je vais voir Denis, je pars avec lui avec un engagement de vente. C'est ça. Et je pense que la clé, c'est encore une fois le closing. Il n'y a pas de vérité, hein. Je pense que la vraie vérité, c'est de s'adapter à la personne que vous avez en face de vous. Moi, je vais vous donner ma méthode et je suis assez adepte. Pour moi, bizarrement, il n'y a pas besoin de closing à partir du moment où on a fait un énoncé de trame et d'entonnoir qui était très clair. Monsieur le client, le R1, voilà ce qui va se passer. Le R2, voilà ce qui va se passer. Le R3, voilà ce qui va se passer. Moi, à titre perso, ce que je fais, je refais le déroulé à la fin de mon entretien. C'est-à-dire que j'ai fait mon récap, voilà tout ce qu'on s'est dit. Là, on s'est vraiment acheté une crédibilité parce que vous marquez quand même les esprits avec l'énumération, en disant c'est quand même pas si simple. Et je répète comment ça se passe. On vient de finir le R1. La fois d'après, on va passer au R2. Le R2, voilà comment ça va se repasser. Le R3, voilà comment ça va se repasser. À partir de votre moment où votre client, il est dans l'entonnoir, vous n'avez pas besoin de closing. Il la connaît, la finalité. Encore une fois, on n'a pas peur du mot contrat. Il le sait qu'au R3, il y aura un contrat. Donc, à partir du moment où l'entonnoir est respecté, vous n'avez aucun souci à vous faire. Ça roule. Il peut sortir l'entonnoir. Évidemment, ce n'est pas tous qui vont acheter. Mais tant mieux. S'il en sort, c'est que celui-là, il n'était peut-être pas mûr ou il n'était peut-être pas prêt. Mais à partir du moment où votre entonnoir est bon, le closing n'est pas forcément important dans la mesure où votre client est dedans. Après, faites attention. Je vais dire, on a tendance, c'est plus nous qui sortons notre entonnoir que le client. Un client, il va sortir, on fait bien le job, on le recadre, on le remet dedans, c'est bon. Essayez vraiment un minimum de ne vous en éloignez pas de cet entonnoir. On respecte notre trame. À partir du moment où notre trame est respectée et que le client est bien au courant de comment on avance, de ce qui va se passer, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais en effet, je pense que la clé, c'est s'adapter au mieux aux prospects qu'on a en face de soi. Et ça me paraît évident. Alors, qu'est-ce que c'est un closing en R1 ? Qu'est-ce qu'on va gagner? Qu'est-ce qu'on vient chercher? Le R2. Donc, on prend le rendez-vous du R2 là, maintenant. On sort les agendas et on le fixe. Certainement pas. On réfléchit, on se rappelle et on fixe le rendez-vous. Pourquoi? Parce que s'il est fixé maintenant, le client
l'annuler. Mm. Et on va peut-être avoir une annulation dans 10, 15, 20% des cas. Mais si on ne le fixe pas, on fixera un R2 dans 50% des cas. Donc finalement, j'ai perdu 30% de chance. Donc on close. Exactement. Chaque fois qu'on va dans une étape, on close quelque chose. Ce sera la même chose en R2. On close le R3, mais si on n'est pas mûr pour aller au R3, on close un R2 bis. On se revoit, on en reparle. Vous êtes des vendeurs. Vous êtes des vendeurs. Alors, en effet, quand on a en face de nous un acheteur, c'est simple, mais dites-vous que l'énorme majorité des gens que vous rencontrez, ce ne sont pas des acheteurs. C'est des gens qui ont émis un intérêt, de près ou de loin, mais ils ont émis un intérêt. Ce que dit Jean-C est primordial, c'est-à-dire je finis mon entretien, je cale mon autre rendez-vous. Parce que, encore une fois, pas de souci, on se rappelle. Vous n'êtes pas du tout une priorité pour la majorité des clients. Alors, en effet, on a quelques profils acheteurs ou pas forcément les plus faciles à traiter d'ailleurs, parce que beaucoup d'affectifs, mais on a des profils acheteurs qui vont, aucun problème, on avance, ils vont vous rappeler même en disant ah ouais, notre rendez-vous. Mais non, pour 70% des cas, vous n'êtes pas du tout la priorité de votre client. Lui, avancer et acheter un appartement en loi Pinel, il se dit ouais, pourquoi pas, c'est intéressant, mais ce n'est pas lui qui va pousser. Donc, c'est à vous de maintenir le cap, encore une fois, le cadre, et vous ne repartez pas du R1 sans avoir fixé le R2. Et de même pour le R2, on ne part pas de R2 sans avoir fixé le R3.